pour Simon Bolivar. Donc, pensant que Haïti allait être invité au congrès de Panama, eh bien, Haïti n'a pas été invité. Les États-Unis, c'est l'un des pays qui était contre la présence haïtienne, des autorités haïtiennes à Panama pour plusieurs raisons. Premièrement, les États-Unis n'étaient pas une puissance coloniale, mais les États-Unis avaient beaucoup d'esclaves encore dans les plantations, encore dans les champs. Comment les esclaves, quand ils vont voir des Noirs siéger aux côtés des Blancs, qui message va le là? Donc ils avaient compris qu'il fallait à tout prix éviter que ces Noirs soient vus dans les salons des grandes puissances, soient vus s'asseoir à côté des grandes puissances. Donc il y avait quelque chose de raciste dans l'affaire. Et ensuite, il y avait également ce secrétaire d'État américain Clay qui arguait que les Haïtiens ont accepté de la France une souveraineté nominale accordée par un prince étranger avec octroi d'avantages commerciaux exclusifs et sous des conditions convenables à un état de vassallage colonial et en laissant de l'indépendance rien que le nom. Pour eux-mêmes, pour les Américains, le fait par Haïti d'accepter de payer, eh bien, je salue collègue moi, professeur Delens, que me félicite pour l'intervention ça. Je remercier, saluer, remercier le comité étudiant qui organisait l'activité ça dans le jour ça, 1er janvier. Et moi, saluer et complimenter le public, étudiants qui fait des classements. Nous connaissons pas un jour facile parce que son jour généralement dans la famille, dans une activité, mais nous choisissons là pour que nous échangions sur les bagailles que nous sommes capables de dire qui sont l'intérêt national de tout pays. Et moi-même, j'ai accepté venir honorer l'invitation ça que le comité étudiant de fait pour nous parler de questions d'aide et d'indépendance et les répercussions des Parisiens sur le développement pays. Bien entendu, pour nous suivre, je vais essayer de dire rapidement pour que nous allons développer, que nous allons faire quand même rapidement. Nous allons parler de la révolte à l'indépendance, comment nous sommes passés de la révolte et finalement à l'indépendance d'Haïti. Et puis, l'indépendance nous acquise, l'envoi des émissaires pour négocier la reconnaissance de l'indépendance par la France, l'ordonnance de Charles X, et puis nous verrons également les circonstances de l'accès au trône de Charles X, qui j'en fait ordonnance aussi, mais les circonstances de l'époque. Et le congrès de Panama, Haïti a été absent à cet événement important, nous parlons pour quelle raison. Maintenant, la demande de la restitution de l'indépendance par les autorités haïtiennes. Nous verrons également le couac du Premier ministre Gérard Latantu. Nous sommes capables de parler de déni, mais c'est également un couac. Nous verrons également le faux pas du président François Hollande, qui avait, dans un premier temps, reconnu publiquement que la France doit à Haïti. Et puis, semble que c'est un monde qui, dans ce staff, qui est en train de reprendre le président fait une grosse erreur là, son début, ou elle parle de bagaille comme ça, il va jouer contre nous, eh bien, ils ont trouvé des artifices pour que le président puisse réparer le couac et puis devine parler par la suite de dette morale. Nous verrons les articles du New York Times que m'estimez qui parlent des instruments que nous avons supposé exploiter dans des machines à faire pour obtenir la restitution de la rançon de l'indépendance. Moi, je ne vais pas parler de dette. La dette, c'est la France qui nous doit. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de dette, c'est les Français qui doivent parler de dette par rapport à Haïti. Nous, Haïtiens, nous parlons de rançon parce qu'ils nous ont rançonné, ils nous ont extorqués, et comme l'a dit le professeur Delens, ils sont hold-up que fait sur nous pour faire nous verser autant d'argent pour l'indépendance acquise au prix du sang. Et pour finir, nous verrons, nous poserons la question à laquelle nous essaierons de répondre également. Que faut-il faire pour obtenir la restitution de cette somme indûment versée à la France?
Alors, 221 années de cela, à cette même période de l'année, Haïti était en fête. Cette terre d'Haïti était une terre joyeuse. Nous avons fêté, nous avons célébré, nous étions contents parce que on venait d'une guerre de 12 années de guerre, de révolte, depuis le Bois-Caïman jusqu'à Vertières. C'est 12 années de lutte incessante et je dirais sanglante que nous avons menée pour que le 1er janvier, officiellement, parce que des bons déclarations ont été faites quand même avant, tout de suite après, le 29 novembre, mais le 1er janvier, c'est la date, côté que publiquement et officiellement, à la face du monde, nous avons fait solennellement cette déclaration d'indépendance et que nous avons dit que sur cette terre désormais, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus des hommes libres. Et donc, nous avons créé une nation. Quand la nouvelle est parvenue en France que la colonie de Saint-Domingue n'existe plus, maintenant c'est l'État d'Haïti, eh bien c'était le bouleversement dans le temps des Grecs, comme disent l'exposition. Français à la métropole, été ébranlé par la nouvelle, réunion du haut état-major de Napoléon, comment faut-il répondre à cela, que faut-il faire? Et c'est le général Talleyrand, Charles-Maurice de Talleyrand, Périgord, qui eut à proposer deux options à l'empereur. Soit que nous prenions toutes les décisions, toutes les mesures possibles pour reconquérir l'ancienne colonie, ou du moins nous laissons les nègres cuire dans leur jus. C'est ce que Talleyrand avait proposé, ces deux options. Donc il fallait étudier ces options au niveau de la France pour savoir quoi faire. Cependant, la France faisait face également à des situations assez compliquées pour l'armée française. L'armée française était engagée sur plusieurs fronts, que ce soit en Europe, avec les guerres maritimes face aux autres puissances, notamment l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, et également la France était engagée à travers ses colonies en Afrique, qui battaient perdu. La France avait besoin de ses militaires pour mener ses batailles. Et la France ne voulait pas prendre le risque de perdre la Martinique, la Guadeloupe et les autres territoires de la Caraïbe qui peuvent soulever, qui peuvent même faire geste Haïti de faire. Donc à ce moment-là, la décision pour la France de reconquérir son ancienne colonie était une décision quand même difficile, et compte tenu de la situation de l'époque. Et en plus, les soldats français n'étaient pas trop déterminés ni motivés à revenir à ces domaines. Premièrement, ils ont été quand même traumatisés par cette défaite. Et la défaite n'a pas été uniquement une défaite militaire. La défaite a aussi été une défaite mystique. Parce que ils ont été frappés par d'autres gens, nous appelons nos batailles. Nous avons cette affaire. Donc c'est une bataille qui nous menait à tous les points. Nous avons fait du point de vue politique, du point de vue diplomatique, du point de vue mystique. Nous ne jouer. Nous ne pas jouer. Et en plus de ça, les Français, les militaires français, ils ont trouvé en face d'eux, une armée qu'ils ont qualifiée d'une armée de gueux, c'est-à-dire de va-nu-pied. Mais c'était des gens qui n'avaient rien à dire avec, qui estimaient qu'ils avaient rien perdu. Donc pour eux-mêmes, c'était la vie ou la mort. Et d'ailleurs, c'était ceux qui scandaient vivre libre ou mourir. Et donc pour eux, la mort ne leur faisait pas peur. Pas comme les militaires français qui avaient peur, eux-mêmes peur de mourir. Mais les nègres de Saint-Domingue qui se sont soulevés contre les Français, avec en mémoire de tout ce qu'ils ont vécu pendant le temps de l'esclavage, les fouets, nous sommes toutes sortes qui ont été faits et esclaves subis. Donc ils ont encore en mémoire de toutes ces martyrs, de toutes ces situations inhumaines. Ils ne voulaient plus retourner sous le joug français pour revivre ça. Ils voulaient la liberté.
Et c'est ainsi que l'option reconquérir la colonie par les moyens militaires n'était pas envisageable. Donc, il fallait donc les laisser cuire dans leur jus, comme avait suggéré Talleyrand. Cependant, Napoléon va subir une autre défaite historique après la défaite à Vertières. Napoléon, quelques années après, en 1815, notamment en juin 1815, va être vaincu à Waterloo. Et ça, c'est un bagage terrible. Et là, c'était la fin également pour le règne, pour l'empire de Napoléon. Et en 1815, après la défaite de Napoléon, les partisans de la royauté et qui étaient contre la République, eh bien, ils ont compris que c'était un moment historique à exploiter. Il fallait mettre un terme à la dérive napoléonienne et revenir à l'ancien régime, c'est-à-dire n'a pas retourné au statu quo ante, n'a pas retourné avec la royauté. Et c'est ainsi qu'en France, Louis XVIII a assumé à nouveau le pouvoir, et c'était donc le retour de l'absolutisme en France. Louis XVIII faisait face aux mêmes demandes que Napoléon, parce que les propriétaires blancs qui étaient à un certain moment dépossédés, obligés de laisser la colonie pour aller à la métropole, pour retourner en France, ils faisaient pression sur le gouvernement français afin d'obtenir indemnisation de tout ce qu'ils ont perdu à Saint-Domingue. Ils ont demandé et Napoléon, soit couper l'armée ou retourner, ou chasser et mettre fin avec cette affaire de révolution et d'indépendance, et nous-mêmes nous retourner, nous rejoindre nos possessions, nos esclaves, ou du moins nous dégager ou dédommager. Napoléon n'a pas pu. Le roi Louis XVIII faisait face à la même demande, à la même pression des propriétaires blancs. Et c'est ainsi que, sachant que la voie militaire était à exclure, le roi Louis XVIII a lancé la voie diplomatique pour pouvoir obtenir non seulement la reconquête de la colonie, mais également indemnisation pour les planteurs. Et c'est ainsi qu'il a pris l'initiative, avant même de retourner en France, il a sondé le terrain. Parce que les Noirs, nouveaux libres, maîtres des lieux, c'est sûr qu'ils étaient capables de faire des amitiés, des alliés, sachant que les Anglais voulaient toujours, ils rôdaient aux alentours, ils voulaient aussi leur part du gâteau, vu que les Espagnols et les Français en ont pris. Et donc, pour s'assurer que les Anglais n'étaient pas alliés avec les Noirs de Saint-Domingue, les nouveaux maîtres de Saint-Domingue, donc le roi Louis XVIII a écrit à Sa Majesté le roi d'Angleterre pour comprendre, pour connaître sa position par rapport à ce qui vient de se passer en Haïti. Parce que il dit moi-même, j'ai intention de retourner, j'ai intention de reprendre souveraineté et sous les idées ça. Ou même qui position pas. Et c'est ainsi qu'il a obtenu la réponse de Sa Majesté qui lui disait: dans le cas où Sa Majesté très chrétienne jugerait convenable d'employer quelque voie que ce soit, même celle des armes, pour récupérer ces domaines et ramener sous son obéissance la population de cette colonie, Sa Majesté britannique s'engage à ne point y mettre ou permettre qu'il soit mis par aucun de ces sujets, ni directement, indirectement obstacle. Sa Majesté britannique réserve cependant ces sujets le droit de faire le commerce dans les ports de l'île de Saint-Domingue qui ne serait ni attaqué ni occupé par les autorités françaises. Et l'Angleterre dit la France, vous voulez retourner à vous voulez utiliser les armes, vous m'avez encore fait, mais même après ça qui s'est passé, moi, pas été le droit pour continuer à commercer avec ces domaines, avec le nouvel État. C'est-à-dire qu'on réussit, nous sommes faire pour pas réussir. On ne peut pas en face, on ne peut pas empêcher de faire, mais ou même, on ne peut pas empêcher de commercer avec nous non plus. Et donc, ceci était clair, la voie militaire, là maintenant, c'était vraiment fini. Ce n'était pas possible pour Louis XVIII de remobiliser l'armée et pour revenir et conquérir ces domaines.
Et donc il a opté pour la voie diplomatique. Il a envoyé une première commission à Saint-Domingue négocier avec les nouveaux maîtres de l'île. Dans l'entretemps, l'île était divisée. Après la mort de Dessalines, il y avait Pétion dans l'ouest, il y avait Christophe dans le nord, Borgelard qui représentait Pétion, et dans le sud, qui était comme une sorte de gouverneur, mais qui gouvernait sous l'autorité de Pétion. Et c'est ainsi que, sous ordre de Louis XVIII, ces émissaires, Jean-François d'Oxonaves et Graverman et Franco de Médina, ils ont été envoyés à Saint-Domingue pour négocier la chose. Et arrivé à Saint-Domingue, bien entendu, ils ont fait dispatcher et d'Oxonaves supposé à l'ouest Pétion négocier avec Pétion, discuter avec lui, et Franco de Médina supposé à l'ouest Christophe, et puis Graverman à l'ouest Borgelard pour discuter des conditions de reconnaissance de l'indépendance. Cependant, pour le roi Louis XVIII, il n'était pas question de reconnaître l'indépendance. Il était question de proposer aux autorités haïtiennes de revenir sous la domination française. Bien entendu, D'Oxonaves a fait des fleurs à Pétion. Monsieur fait Pétion, miroiter des bagailles à Pétion, dit Pétion, mon cher, soit accepter et quitter question indépendance, ça, retourner sous autorité la France. Le roi sera clément, le roi il sera reconnaissant envers vous, et ou même personnellement, ou pas gagner, ou pas regretter nos bagailles comme ça. Pétion regardé, monsieur, Pétion dit, mon cher, vous ça passé, et il l'a fait publiquement, et à l'indépendance d'Haïti, au lieu de promettre l'indépendance d'Haïti, plutôt le gouvernement avec nous encore. Nous ne pas promettre l'indépendance de la jeune nation. Donc pour nous, il était question, on est indépendant. Si le roi le souhaite, nous sommes, ça c'est Pétion qui va, nous sommes ouverts à une indemnisation. Pétion avait proposé l'indemnisation pour les colons, les anciens propriétaires qui disaient avoir perdu leurs biens, etc. Pétion était ouvert à verser une indemnité pour dédommager les colons. C'est des questions ça Pétion lui-même de négocier et dit. Cependant, Franco de Médina n'a eu aucune réponse parce que l'arrivée de l'autre Christophe même devait recevoir lui. Et Borgelard n'a pas obtenu, alors Graverman n'a pas obtenu grand-chose de Borgelard. Ils sont retournés bredouilles en France, donc la négociation n'a pas abouti. Étant donné que Pétion avait laissé une brèche pour faire comprendre qu'il était ouvert à des discussions pour l'indemnisation, le roi de 18 a envoyé une deuxième commission avec des émissaires, cette fois-ci, des anciens propriétaires de ces domaines, des anciens colons qui étaient propriétaires de ces domaines, notamment le vicomte de Fontange, ancien colon des Gonaïves, le conseiller d'État Espargard, qui était ancien colon de la province du Sud, planteur de la plaine des Cailles, Georges du Petit-Trois, qui était lui-même un ancien colon du Balembé, Lojon, qui avait été procureur du roi à Sémar, Jouet était un colon de la montagne des Alcaïens et Colette qui était envoyé à Saint-Domingue pour négocier avec Pétion. Le jeu était diplomatique mais également compréhensible. Il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à négocier. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à négocier pour que ils arrivent à une entente. Malheureusement, il n'y a pas eu d'entente. La commission a échoué piteusement à Saint-Domingue. À l'arrivée de Charles X dit moi-même, ça encore, et il a pris une ordonnance, bien entendu, sous la pression de ces planteurs qui disent ah non, nous-mêmes, nous besoin d'indemnité, nous, parce qu'ils ont vu que la France ne voulait plus revenir avec l'armée, et donc il faisait pression sur le roi Charles X pour que la France lui-même, là, l'île dédommagée. Et c'est ainsi que Charles X, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une ordonnance dans laquelle il a envoyé des émissaires, les poser à Boyer,
dans notre temps qui est devenu président d'Haïti, et il dit, pas question de négociation, c'est à prendre ou à laisser. Soit ou accepter ou bien c'est la guerre. Mais qu'est-ce qui avait donné autant de pouvoir et d'autorité à Charles X pour envisager même une action militaire armée contre Haïti? C'est parce que dans le temps, la géopolitique a changé. En Europe, il y a eu le congrès de Vienne de 1815 qui a rétabli le statu quo, c'est-à-dire les rois dans leur droit d'absolutisme. Et il y a eu les pactes qui ont été automatiquement signés entre les puissances européennes de l'époque. La France était redevenue un État, je dirais, acceptable dans le concert des nations européennes, parce que avec Napoléon, c'était comme un État paria, parce que Napoléon était marché après territoire, même des territoires européens, il marchait dans eux. Donc, avec l'écartement de Napoléon et le retour de la royauté, eh bien, la France retournait avec ses amitiés en Europe. Et donc, le pacte que la France avait avec les États européens, il y a un pacte qui dit, et même avec l'OTAN, eh bien, si un pays s'est engagé non guerre, eh bien, automatiquement, la solidarité, tout l'autre État. Et c'est ainsi que, fort de cette capacité de ce retour du statu quo, le roi Charles X a voulu imposer son ordonnance à Boyer. Et ce qui a été fait, Boyer avait compris le jeu, avait compris que s'il n'avait pas, il ne voulait pas payer, il devait lui aussi avoir un soutien international. Soit avoir d'autres puissances comme l'Angleterre, comme l'Espagne ou les États-Unis, à l'époque c'était les États-Unis, la puissance la plus proche, et donc pour pouvoir engager de tels affrontements. Mais ce n'était pas possible parce que les puissances avaient isolé Haïti. Donc Haïti n'avait pas la capacité militaire d'affronter la France avec ses alliés. Et c'est ainsi que Boyer a dû payer la rançon exigée, les 150 millions de francs exigés par la France. La population était, quand les gens ont appris cela, ils étaient vraiment vexés. C'était le désarroi en Haïti parce que ils étaient boumés, c'est sans le déverser pour gagner l'indépendance. Après, ils ont vu que le président d'Haïti a accepté sous une simple ordonnance royale, eh bien, lui et vendre l'indépendance. On nous dit comme ça pour utiliser un mot un peu terre à terre. Et donc, Haïti, après, va être isolé sur la scène internationale. Le congrès de Panama qui était un vaste mouvement qui réunissait les États